Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'homme à la hache terrorisa la Nouvelle-Orléans en 1918, semant sur son passage la terreur et la consternation. Pour vous resituer, la Nouvelle-Orléans est une ville de Louisiane située sur le rive du Mississippi. Vous allez voir dans cette vidéo que sa façon d'opérer peut sembler surnaturelle. Cet homme était insaisissable. La façon dont il pénétrait dans la maison était tellement étrange que certains pensaient qu'il était un esprit de l'au-delà, peut-être même un démon. Ce tueur a d'ailleurs inspiré la 3e saison de la série American Horror Story, où l'esprit d'un saxophoniste de jazz d'une 50aine d'années assassine des femmes et éventuellement des maris gênants. Entrons tout de suite dans l'histoire du tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans, une histoire entre meurtre et jazz. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Nous sommes le 23 mai 1918 à la Nouvelle-Orléans. Catherine Maggio et Joseph, son époux, sont retrouvés assassinés dans leur appartement situé au-dessus de leur commerce, qui est une épicerie. Le tueur avait égorgé le couple avec un rasoir, puis, pour une obscure raison, il leur avait défoncé la tête à la hache avant de s'enfuir. La pauvre femme était probablement morte sur le coup, car elle avait eu la gorge tranchée si profondément que sa tête se détachait pratiquement de ses épaules. Son mari a survécu jusqu'à l'arrivée de ses frères, Jack et Andrew, mais il mourut sans avoir eu le temps de décrire leur agresseur. Une enquête est ouverte et les policiers découvrent que le tueur avait pénétré dans la maison en découpant un panneau de la porte à l'arrière de la maison. Il avait également abandonné ses vêtements tachés de sang et la hache dont il s'était servi dans l'appartement. L'homme n'avait rien volé, alors que des bijoux et de l'argent étaient bien visibles dans l'habitation. Le tueur avait écrit un message à la craie, non loin de la maison, qui disait « Madame Joseph Maggio siégera ce soir. Il suffit d'écrire Madame Tonnet. » Le rasoir qui avait servi au crime avait été retrouvé chez un voisin, dans le jardin. Le rasoir appartient à M. Andrew Maggio, le frère de la victime, qui exerçait la profession de barbier, et qu'il avait emporté 2 jours plus tôt pour en aiguiser la lame. Andrew habitait un appartement mitoyen à la maison de son frère, et il expliqua qu'en rentrant chez lui, après une nuit de fête, il avait entendu des bruits étranges et des gémissements, mais qu'il était trop saoul et qu'il n'avait pas compris de quoi il s'agissait. Il devient alors le principal suspect. Le chef de la police alla même jusqu'à l'arrêter, mais dut le libérer quelque temps plus tard, après qu'un témoin ait rapporté avoir remarqué un inconnu non loin de l'épicerie le soir du drame qui tentait de se dissimuler. John Zanka, le 27 juin vers 7h du matin, effectue une livraison. C'est un boulanger. Il découvrit Louis Bézumer et Harriet Love, un épicier et sa maîtresse qui baignaient dans une flaque de leur propre sang. Ils ont tous les deux été blessés à la hache et étaient gravement blessés à la tête. Mais ils survécurent. Encore une fois, le meurtrier est entré dans la maison en enlevant un petit panneau d'une porte. Il avait d'ailleurs abandonné son ciseau à bois sur les marches de l'escalier. Une hache tachée de sang avait été laissée en évidence dans la salle de bain, et il n'avait rien volé. Harriet, la victime, reprend connaissance et expliqua que leur agresseur était grand et qu'il avait la peau sombre. Mais ces déclarations ne furent pas retenues par la police, en raison de son état et de son choc. Une fois remis de leurs blessures, l'épicier et sa maîtresse repartirent habiter le même appartement. Mais la jeune femme était restée partiellement paralysée du visage et quelques mois plus tard, elle dut subir une opération chirurgicale qui fut un échec. Étrangement, Harriet changea de version de l'histoire et elle accusa son amant d'être responsable
de tous ses malheurs. Louis est alors arrêté et emprisonné jusqu'à son procès qui se déroula 9 mois plus tard. Mais les membres du jury l'innocentent. Ils ont évidemment du mal à se concevoir que le commerçant s'était lui-même fracturé le crâne à coups de hache. Le 5 août, l'homme mystérieux réapparaît. Madame Edward Schneider était enceinte de 8 mois et se réveilla en sursaut. Elle vit devant elle une grande silhouette fantomatique au-dessus de son lit. Épouvantée, elle se mit aussitôt à hurler, mais un objet s'abattit sur sa tête et le silence retomba sur la chambre. Peu après minuit, Ed Schneider, son mari, rentrait du travail quand il la retrouva inconsciente. Elle était là, en train de giser dans son sang. Elle avait une plaie béante sur son visage. Elle avait perdu de nombreuses dents, mais elle avait survécu. Cette fois, aucune arme n'avait été laissée sur place et aucun signe d'effraction ne fut relevé. Les enquêteurs ont conclu que la malheureuse était frappée avec une lampe qui se trouvait à proximité, mais d'autres supposèrent que le meurtrier avait amené sa hache et qu'il l'avait remportée avec lui. Mais la fin de cette histoire se finit bien. Madame Schneider se remit de ses blessures et 2 jours plus tard, elle donna naissance à une petite fille qui était en parfaite santé. Le 10 août 1918, Pauline et Mary Brown sont 2 sœurs âgées de 16 et 13 ans. Elles furent réveillées par des bruits de coups dans la chambre qu'occupait leur oncle, M. Joseph Romano. En entrant dans la pièce, les jeunes filles découvrirent que leur oncle avait reçu des coups sur la tête, qui étaient ouvertes en 2 endroits. Elles virent son agresseur s'enfuyant de la scène. Elles furent en mesure de le distinguer et le décrivirent comme un homme à la peau sombre, qui portait un costume noir et un chapeau rabattu sur le visage. M. Romano, même blessé, fut capable de marcher jusqu'à l'ambulance, mais il mourut 2 jours plus tard d'un grave traumatisme crânien. Une fois encore, aucun objet n'avait été dérobé, mais une hache sanglante avait été posée dans l'arrière-cour de la maison, et un panneau de la porte de derrière avait été découpé, comme dans les autres affaires. Étrangement, les témoins parlaient tous d'un homme de grande taille, mais les panneaux qu'il enlevait des portes étaient particulièrement petits, et il semblait impossible pour un homme de se glisser par ces ouvertures. Évidemment, la ville vit dans la peur. Les gens ont peur de ce tueur à la hache. John D'Antonio est un détective italien à la retraite, et il fit une déclaration publique expliquant qu'en 1911, un certain nombre d'homicides avaient été commis, qui présentaient d'étranges similitudes avec ceux de l'homme à la hache, et dont l'auteur n'avait jamais été arrêté. Le détective, qui pensait que le tueur était peut-être le même dans les 2 affaires, le voyait comme un homme à double personnalité qui tuait sans motif. Un citoyen respectable qui parvenait à surmonter ses pulsions meurtrières la plupart du temps. Une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou plus récemment comme l'homme dans le film Split. De nombreux témoins se présentèrent au poste de police et affirmaient tous avoir aperçu un homme armé d'une hache se cacher dans tel ou tel quartier de la Nouvelle-Orléans. De nombreux épiciers ont trouvé une hache dans leur arrière-cour, où une porte de leur maison était également abîmée. Le 11 août, aux premières heures du matin, Al Durand découvrit une hache et des ciseaux posés près de la porte à l'arrière de son domicile. Le bois avait été nettement endommagé, mais il était tellement épais que le meurtrier n'était pas parvenu à le découper et qu'il avait fini par abandonner. Le bois avait été nettement endommagé, mais il était tellement épais que le meurtrier n'était pas parvenu à le découper et qu'il avait fini par abandonner. Le même jour, une rumeur courut que le tueur se promenait dans certains quartiers de la ville, se faisant passer pour une femme, et une chasse à l'homme fut organisée sans succès. Le 21 août, un homme fut aperçu alors qu'il sautait d'une clôture à l'arrière d'une maison, qui portait soi-disant une hache à la main et sur lequel un jeune homme prétendit avoir tiré. Une milice se forma rapidement qui le prit en chasse, puis des policiers furent envoyés qui fouillèrent le quartier en vain, et les enquêteurs commencèrent à se demander si la peur ne faisait pas délirer les gens. À la fin du mois d'août,
M. Paul Lobella remarqua que l'un des panneaux de la porte arrière du bâtiment, qui lui servait d'épicerie et de résidence, avait été enlevé. Le même jour, un autre épicier, M. Joseph Leboeuf, signala à la police qu'une tentative a été faite de ciseler l'une de ses portes durant la nuit. Vous imaginez bien la ville, comment elle devait être dans la peur. Réveillé par le bruit, il avait tenté d'effrayer l'intrus sans s'en approcher, et l'homme s'était enfui, laissant derrière lui une hache dont il pensait probablement se servir. Le lendemain, une hache et des traces de forage furent retrouvées à l'arrière de la maison de M. Recknagle, épicier lui aussi. Le 15 septembre, M. Paul Durel constata que quelqu'un avait tenté de découper l'une de ses portes au cours de la nuit. Fort heureusement, le commerçant avait déposé une caisse de tomates juste devant la porte la veille au soir, et ça lui a probablement sauvé la vie. Puis, brusquement, l'homme à la hache ne fit plus parler de lui. Les enquêteurs étaient évidemment soulagés, espérant que la vague de terreur était enfin terminée. Mais quelque temps plus tard, il y eut un nouveau crime. M. Charles Cortimiglia était un immigrant italien qui vivait à Gretna, dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans, avec sa femme Rosie et leur fille Marie. Dans la nuit du 10 mars 1919, M. Orlando Jornado, un épicier qui était un de leurs voisins, entendit des cris en provenance de leur maison. Et il alla voir. Quand il arriva devant chez eux, il y eut une scène d'horreur. M. Giordano remarqua tout de suite Rosie, qui se tenait à la porte, gravement baissait la tête, et qui serrait contre elle sa petite fille morte. Son mari était allongé sur le sol derrière elle, et il saignait abondamment. Ils avaient tous les deux une fracture du crâne et furent transportés à l'hôpital. Ils y restèrent plusieurs jours. L'assassin, comme d'habitude, n'avait laissé aucun indice. Il n'avait rien volé, mais il avait découpé un panneau de la porte arrière avant de s'enfuir. Il avait posé sa hache ensanglantée en évidence sous le porche, derrière la maison. Les enquêteurs déclarèrent qu'ils pensaient que tous les crimes avaient été commis par le même homme, qu'ils décrivirent comme un fou sanguinaire, rempli de passion pour le meurtre. L'assassinat brutal de la petite Marie a terrorisé les habitants de la Nouvelle-Orléans. Tout le monde avait remarqué les petites ouvertures que l'homme utilisait pour entrer dans les habitations. Des rumeurs commencèrent à courir qu'il était probablement une femme, ou un nain, ou une créature de l'au-delà, peut-être le diable lui-même, et qu'il apparaissait à l'endroit de son choix par quelque moyen surnaturel. Rosie accusa son sauveur et son fils de les avoir attaqués. Cette accusation était d'autant plus étrange que M. Giordano était âgé de 69 ans et que son état de santé était bien trop mauvais pour qu'il ait pu commettre de tels actes. Quant à son fils Frank, il mesurait plus d'1,20 m. Il pesait plus de 90 kilos et il aurait été tout à fait impossible pour lui de passer par la petite ouverture de la porte. Charles Cortimiglia nia les allégations de sa femme, mais la police arrêta néanmoins les deux hommes qui furent reconnus coupables d'assassinat. Frank fut condamné à la pendaison et son père à la prison à vie, sur le seul témoignage de Rosie. À la fin du procès, Charles, qui soutenait toujours que les deux hommes étaient innocents, décida de divorcer de sa femme, qui avoua, un an plus tard, avoir faussement accusé M. Giordano et son fils par dépit et jalousie. Fort heureusement, la condamnation à mort n'avait pas été exécutée, et les deux hommes furent libérés de prison peu de temps après. Le vendredi 14 mars 1919, le rédacteur en chef du journal le New Orleans Times-Picayune reçut une lettre d'une rare prétention d'un inconnu qui prétendait être l'homme à la hache. Voici ce qu'il y avait dans cette lettre. Estimés mortels, ils ne m'ont pas pris et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible. Tout comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer, le plus chaud. Je suis celui que vous, néo-orléanais, et votre folle police appelez l'homme à la hache. Quand je l'entendrai, je viendrai et réclamerai d'autres victimes. Moi seul sais qu'il doit être. Je ne laisserai aucune preuve, sauf ma hache sanglante, barbouillée du sang et du cerveau de celui que j'aurais envoyé ci-dessous pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de veiller à ne pas m'énerver,
Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je n'ai pas été offensé par la façon dont ils ont mené leur investigation dans le passé. En fait, ils ont été si profondément stupides qu'ils m'ont amusé. Moi et Sa Majesté satanique, Francis Joseph, etc. Qui ne cherchent pas à découvrir qui je suis, car il vaudrait mieux qu'ils ne fussent jamais nés, plutôt que d'encourir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûr que la police m'esquivera toujours, comme elle l'a fait dans le passé, et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, néo-orléanais, pensez que je suis un meurtrier des plus horribles, ce que je suis, mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens à volonté, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à minuit 15, temps terrestre, mardi soir prochain, je vais passer à la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition à vous les gens. La voici. Je suis très friand de musique de jazz, et je jure par tous les diables des régions basses que chaque personne chez qui se trouvera un groupe de jazz en train de jouer au moment que je viens de mentionner sera épargné. Si tout le monde a un groupe de jazz, bien, alors tant mieux pour vous les gens. Une chose est sûre, c'est que certains d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz mardi soir, s'il y en a un, goûteront de la hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours, en espérant que vous vouliez bien publier cela, ce qui pourrait vous convenir. J'ai été, je suis, et je serai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. Signé l'homme à la hache. Beaucoup de gens étaient effrayés par les menaces de l'homme, mais tous ne se laissèrent pas intimider, et certains parmi les mieux armés firent passer des annonces dans les journaux, invitant le tueur à visiter leur maison. L'un d'entre eux lui promit même de laisser sa fenêtre ouverte pour le laisser rentrer, lui demandant poliment de ne pas endommager sa porte. Le mardi suivant, les habitants de la Nouvelle-Orléans firent la fête, comme si leur vie en dépendait. Et peut-être était-ce vraiment le cas. Toute la ville s'anima. Durant toute la nuit, la ville vécut au rythme du jazz, et quand le jour se leva, personne n'était mort des mains de l'homme à la hache. En souvenir de cette fameuse nuit, Joseph Davila, un compositeur local bien connu, composa une chanson dans le style typique de la Nouvelle-Orléans, The Mysterious Axeman's Jazz, traduit par le jazz du mystérieux homme à la hache, et ce titre devint un énorme succès. Après cette nuit, pendant de longs mois, l'homme ne fit plus parler de lui. Mais le 10 août, au beau milieu de la nuit, Steve Boca, qui possédait une épicerie, se trouvait dans son lit quand il aperçut une silhouette sombre brandissant une hache qui planait au-dessus de lui, et brusquement, il sombra dans l'inconscience. Quand il revint à lui, Steve sortit en trébuchant de son appartement et couvert de sang. Il se dirigea vers la maison de l'un de ses amis, Frank Genusa, où il perdit connaissance une nouvelle fois. Des policiers se rendirent immédiatement au domicile de la victime. Ils y trouvèrent des indices classiques que laissait toujours l'homme à la hache. Le panneau de bois découpé dans la porte et la hache sanglante, abandonnée sur le sol, mais rien d'autre. Frank se remit de ses blessures, mais ne recouvra jamais totalement la mémoire, et la ville horrifiée réalisa que l'homme à la hache était de retour. William Carson, un pharmacien, le 2 septembre, tira plusieurs coups de feu sur un inconnu qui fit brusquement irruption dans sa maison. Une porte cassée et une hache étaient laissées derrière lui pendant sa fuite, mais il réussit à s'échapper, apparemment indemne. Le 3 septembre 1919, aux heures les plus sombres de la nuit, Sarah Loman fut attaquée par quelqu'un ou quelque chose, armée d'une hache, alors qu'elle dormait chez elle. Le lendemain, les voisins s'inquiétèrent du silence dans l'appartement de la jeune fille et forcèrent la porte, et la découvrirent qui gisait sur son lit, inconsciente. Elle présentait une commotion cérébrale, une terrible plaie s'ouvrait sur son crâne, et l'agression avait été tellement violente qu'il lui manquait plusieurs dents. Une hache fut retrouvée dans le jardin, devant la propriété, mais cette fois, le tueur n'était pas rentré par la porte, comme il aimait à le faire, mais par une fenêtre que la jeune fille avait laissée ouverte. Par la suite, Sarah récupéra de ses blessures, mais jamais elle ne put se souvenir des détails de l'attaque. C'est peut-être mieux pour elle d'ailleurs. Une nouvelle vague de panique souffla alors sur les habitants de la Nouvelle-Orléans
qui comprirent que personne n'était à l'abri de l'homme à la hache. La nuit du 27 octobre 1919, Mike Pepitone, un épicier, fut massacré dans son lit. Sa femme, qui dormait avec leurs 6 enfants dans la chambre d'à côté, fut réveillée par le bruit, et quand elle arriva à la porte, elle aperçut un homme de grande taille qui s'enfuyait, brandissant une hache. Son mari avait été frappé si violemment qu'il baignait dans son sang, et des éclaboussures avaient été projetées sur tous les murs de la chambre, jusqu'au petit tableau de la Vierge Marie, qui en était rempli. Cette agression fut la dernière, et le tueur disparut, comme il était venu, inexplicablement. Les enquêteurs avaient interrogé une multitude de suspects. Ils avaient pris les déclarations de nombreux témoins, envisagé toutes les possibilités. Mais finalement, ils n'étaient pas plus avancés qu'au premier jour. Personne ne connut jamais l'identité de l'homme à la hache. Et cela reste un mystère complet. Et vous, qu'en pensez-vous? À votre avis, un être surnaturel ou un tueur très rusé? Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!